Bonsoir chers amis et bienvenue à votre moment détente du jeudi soir. Moment au cours duquel nous partageons des extraits d'œuvres littéraires, des extraits de livres, où nous échangeons, où nous partageons des petites astuces, où nous parlons d'œnologie, où nous parlons de passion. Ce soir, suite au sondage que nous avons fait entre l'œuvre de William Combary et celle de Marc Lévy, nous avons eu plus de voix pour celui de William Combary. Et donc ce soir, nous allons partager quelques pages de son œuvre à la croisée des chemins. Une œuvre qui a été écrite, parue en 2009 par l'auteur, que nous avons eu l'occasion de découvrir et qui est très intéressante, qui est fort intéressante pour ceux qui le peuvent. Vous pouvez vous le procurer. Et il est intitulé À la croisée des chemins. C'est une œuvre assez atypique, très belle et qui sort un peu des sentiers battus. Nous allons donc aujourd'hui lire les pages 19, d'abord les pages 19 à 24, et ensuite une partie du chapitre 4 qui parle de la page 59. Donc, si nous commençons par la page 19, elle débute ainsi. J'aimais sa compagnie et je la protégeais des autres garnements qui essayaient, dès que l'occasion se présentait, de piller ses arachides. Il arrivait même que, dans le courage fou que m'inspirait mon amour pour elle, j'eusse à m'opposer à plus fort et plus grand que moi. Avez-vous déjà vu un ange qui vend des arachides? Non, sûrement pas. Mais moi, je le côtoyais tous les jours et il me gratifiait de ses plus beaux atouts. Aceta était l'ange venu soulager nos peines. Nous nous sommes bien promenés ce jour-là. Il lui restait un peu de sa marchandise et nous, plus de journaux. Nous avons déjeuné à midi dans un restaurant populaire de la place. Nous nous permettions cela quelquefois. Après quoi, nous sommes allés au grand marché de la ville. Il y avait toujours un monde fou et un désordre indescriptible. J'aimais cette ambiance purement humaine où chacun cherchait son intérêt par tous les moyens. Il y avait d'abord les étals périphériques, puis les parkings et enfin le marché. Nous nous sommes promenés autour de celui-ci sans y entrer. Aceta, ayant fini de vendre le reste de sa marchandise, nous entreprîmes de remonter vers la maison du peuple, un centre de grande affluence et d'événements de tout genre. Une voie nous séparait de là. Nous étions au bord de cette avenue, cherchant à la traverser. Moussa et moi sommes partis les premiers et Aceta, hésitante, est restée. Je la regardais en me moquant d'elle comme à chaque fois que nous traversions une pareille artère. Elle tenait son plateau dans la main droite et son foulard dans l'autre. Ses lèvres affichaient un énigmatique sourire, sûre qu'elle était de me faire la peau après avoir traversé. Un cycliste imprudent s'aventura sur la chaussée. Crissement de roues, coup de frein, esquive. Le cycliste passa, mais Aceta y resta. La voiture, quant à elle, finit dans un poteau. Non, je ne rêvais pas. Le plateau roula et roula encore dans un bruit infernal. Tout s'immobilisa et me parut flou. Il est des moments comme ça dans la vie où votre corps se vide et cela vous rend si étrange que vous êtes tétanisé. Aucune partie de votre corps ne répond. Vous êtes là, les yeux hagards, cherchant un repère sur quoi vous appuyer dans ce flou visuel et dans le brouillard de ce que vous éprouvez. J'ai vu les gens courir, Moussa aussi. Et puis plus rien.
Ce fut la sirène des sapeurs-pompiers qui me ramena à cette vie. « Aseta !» criai-je avant de courir imprudemment vers l'ambulance. Un homme me retint alors que je criais encore le nom de ma chérie Aseta. Moussa s'avança vers moi. Il pleurait et me regardait sans mot dire. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Un homme tapota mon épaule et s'enquit de l'identité de la petite fille. Ainsi l'appela-t-il. Je le regardais sans le voir alors que l'ambulance s'éloignait déjà. Ce fut Moussa qui lui répondit. Je m'en fus ramasser le plateau de Aseta et le serrer contre ma poitrine. Puis je me mis à courir. Je parcourus toute la ville au pas de course pour arriver enfin au marché de Zogona, chez la mère de Aseta. Elle y vendait des pagnes. Alors Ndamba, qui veut dire beau-fils dans une langue locale, qu'as-tu? On dirait que t'as le diable aux trousses, me lança-t-elle sans me regarder. Puis, se retournant vers moi, à la vue du plateau serré contre moi, elle paniqua et vint à moi. Mes larmes se mirent à couler. Je lui dis alors d'aller aux urgences en lui racontant à demi-mot ce qui était arrivé. Moussa arriva et apporta plus de précision. La mère d'Aseta attrapa sa tête des deux mains avant de partir en courant. Nous sommes restés là à la regarder partir. Je me laissai tomber sur le banc et, la tête entre les mains, je pleurais abondamment. Je n'ai plus revu Aseta. Il y avait peu de monde à son enterrement. Moussa et moi, ainsi que tous nos camarades qui l'avaient connu, étions là. Je ne pouvais retenir mes larmes et j'en voulais à la mort qui m'avait fauché ma bien-aimée. Sa mère me tapa sur l'épaule droite et me dit de ne pas pleurer. J'entendis quelqu'un lui présenter ses condoléances en lui disant qu'il n'est pas de plus grand malheur pour une mère que d'enterrer son enfant. Depuis ce jour, j'ai arrêté de vendre de la cigarette. Je voyais Aseta partout à chaque feu, au marché, au lycée, bref, sur toutes les voies que nous avions déjà empruntées, ne serait-ce qu'une fois. J'ai essayé de vaincre tout cela parce que j'avais besoin d'argent, mais elle était toujours présente, souvent sereine, parfois riante, me disant quelquefois au revoir, mais toujours présente. J'étais content de pouvoir la voir, mais j'avais peur quand elle venait nuitamment dans mes rêves. Elle me parlait, me disait qu'elle n'avait plus peur de traverser la route, car elle avait traversé la plus importante et la plus mortelle. Chaque semaine, je lui apportais des fleurs. Je m'asseyais près d'elle et lui parlais tendrement, lui rappelant ce que nous avions vécu ensemble. Te rappelles-tu de ceci ou cela? Ou encore, excuse-moi de ne t'avoir pas protégé. Excuse-moi de t'avoir abandonné. Un jour, pendant que je lui parlais, je revis toute la scène de l'accident et me mis à pleurer. Moussa m'attendait à la sortie du cimetière, me répétant tout le temps qu'il ne fallait pas y revenir, car cela me ferait souffrir davantage. Un sentiment de culpabilité m'envahit ce jour-là. Nous sommes allés nous asseoir sous un baobab qui surplombait une route. Il y avait d'autres enfants qui s'amusaient un peu partout, mais moi, je n'avais pas le cœur au jeu. J'étais assis, tenant le foulard de Aseta dans les mains, l'air pensif. Un feu de bois près de là me réchauffait. Un jeune garçon s'approcha de nous et se mit à nous taquiner physiquement. Je ne fis pas attention à lui. Voyant les traces de larmes desséchées sur mes joues, il se mit à se moquer de moi. Puis il me demanda où était la vilaine fille qui me suivait tout le temps ou que je suivais.
Je le fixai du regard sans répondre. Il s'empara du foulard que je tenais et l'exhiba au-dessus du feu, menaçant de le brûler si je restais sourd. Cela m'agaçait vraiment et la colère me gagnait lentement. Moussa essaya de le raisonner, mais le foulard partit en flammes et il se retourna pour fuir. Je le rattrapai à la seconde et me jetant sur lui comme un fauve, je le frappai avec tout ce qui me passait sous la main. Il saignait, mais rien n'y fit. Je voulais qu'il aille chercher mon foulard du feu, alors qu'il avait cessé de se débattre. Ce fut Moussa qui m'en empêcha. Il me dit de fuir à la maison, mais je refusai. Tous mes habits étaient trempés de sang. Je marchais encore, insouciant, quand deux hommes en tenue bleue, avec leurs casquettes de policiers new-yorkais, nous saisirent, Moussa et moi. À la brigade des mineurs de la gendarmerie nationale, on nous interrogea. Mais moi, je ne me souvenais que de la provocation ayant conduit mon foulard dans ce feu destructeur. C'est Moussa qui retraça ce que nous fîmes depuis le matin. Les gendarmes cherchèrent à savoir qui était Aceta et Moussa le leur dit. J'apprendrai plus tard que le petit que j'avais battu avait failli succomber à ses blessures et que sa famille s'était plainte. Ma mère supporta le poids des ordonnances alors que moi, je passais devant le tribunal des mineurs. C'est là-bas que je revis le directeur d'école venu témoigner de mon rendement et de ma bonne conduite au temps où je fréquentais l'école. Je ne comprenais rien à tout ce qui se passait. Je savais que c'était de là que les criminels allaient moisir en prison, mais tout ce théâtre qui se déroulait, je le subissais sans rien y comprendre. Tout ce que je sais est qu'à la fin, le juge décida de m'envoyer dans un centre de réhabilitation des jeunes, une sorte de prison pour enfants, me dis-je. Ma mère s'était effondrée alors qu'on m'amenait déjà remplir certaines formalités. Ce sera la fin du passage que nous allons partager ce soir. Un partage où une histoire toute banale qui nous arrive par moment, ou en train de traverser la route, un fait totalement banal avec sa bien-aimée, dont il se moque, se transforme en tragédie. Une minute d'inattention, la résultante peut-être d'avoir traversé trop tôt, d'avoir laissé sa main, de l'avoir laissé de l'autre côté, se transforme en drame, entraîne un drame. Combien de fois cela nous arrive-t-il? Assez souvent, où nous nous disons que l'autre ou les autres vont le faire, ou le feront, ou peuvent le faire, alors que ceux-là attendent nos mains. Deuxième observation, c'est cette colère rageuse, cette rage qui s'empare de lui quand le foulard de sa bien-aimée tombe dans le feu. Ce jeune homme qui vient vers lui ne sait pas forcément ce qu'il endure et dans un jeu, on dirait, se met à brûler malheureusement le seul souvenir qui lui reste de sa bien-aimée qui est partie, qu'il a perdu dans cet accident, qu'il se met à battre, de toutes ses forces jusqu'à 100. Ce sont des choses qui arrivent où nous rencontrons des situations ainsi. Je pense que chacun de nous aura matière à réfléchir, aura matière à méditer. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé à la suite, est-ce qu'il est resté en prison? Est-ce qu'il est sorti? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous allons vous donner rendez-vous, pas le jeudi prochain, mais le jeudi surprochain, pour la suite de l'extrait de cette œuvre de William Combary, À la croisée des chemins. Chers amis, c'était votre moment détente du jeudi soir.
À jeudi prochain pour partager une partie de l'œuvre de Marc Lévy. Portez-vous bien, reposez-vous et à très bientôt. Bonsoir chez vous.